Bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous pour ce Hot Sesame Tech Meetup. Je m'appelle Gabrielle Pavia et je m'occupe entre autres donc, du marketing produit Hot Sesame. Je vais juste prendre quelques secondes pour vous parler des Tech Meetup. Les Tech Meetup, c'est quoi? C'est un rendez-vous surtout pour la communauté technique afin de présenter des mini-sessions de formation produit qui seront orientées cas d'usage. Donc surtout, n'hésitez pas à l'issue de cette présentation de nous faire parvenir les sujets qui pourraient vous intéresser. Aujourd'hui, nous allons dans un premier temps vous donner une vue d'ensemble de la technologie Hot Sesame, notamment comment la solution Hot Sesame facilite le déploiement d'une stratégie Zero Trust dans vos environnements. Dans un second temps, nous avons souhaité donc faire un focus sur la question de la mise en œuvre. Pour illustrer ce sujet, nous vous présenterons les différentes stratégies de déploiement prêtes à l'emploi avec un focus sur l'approche en mode proxy. Euh, Ce qu'on souhaiterait, c'est que cette présentation se conclue donc par un échange interactif. On vous invite à poser vos questions donc, tout au long de la présentation dans le fil de discussion. Pour des raisons de timing, nous répondrons à l'ensemble des questions à la fin de la présentation. Donc, pour nous aider à prioriser les questions, nous vous invitons à liker les questions que vous souhaiteriez donc remonter sur cette présentation. Je vais donc maintenant passer très vite la parole à Pierre Guillaume, le CTO d'Open Sesame, pour la suite de la présentation. Merci à tous et bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre-Guillaume Goriot-Joël, je suis le responsable des technologies, je suis le CTO d'Open Sesame. Je suis un docteur en mathématiques, également ingénieur. J'ai commencé ma carrière en faisant ma thèse de doctorat à ce qui était à l'époque DCN. Je suis un spécialiste en cybersécurité, ayant accompagné un certain nombre de gros acteurs, de grosses entreprises, que ça soit dans le secteur, civil ou dans le secteur défense. J'ai également fait de l'accompagnement sur de la mise en conformité, du déploiement et de la gestion de crise, en particulier son aspect technique. Et j'ai aussi une compétence en intelligence artificielle, c'est mon côté matheux, avec une vraie capacité de mise en œuvre technologique, scientifique des météoristiques, du machine learning, des LLM et autres technologies dans ce genre-là. Nous avons cofondé avec Émilie Bonnefoy Open Sesame il y a maintenant environ 2 ans et demi, afin de répondre à une question qui est la question de la simplification des parcours d'authentification. Aujourd'hui, la majeure partie des parcours d'authentification relève d'un certain nombre de complexités, ce qui crée des frictions à la fois pour les utilisateurs, mais également pour leur mise en œuvre et pour leur administration. Notre objectif, c'est de réduire ces frictions, entre autres en faisant disparaître le concept de mot de passe. Avant de rentrer sur le sujet de l'authentification par proxy, qui est une vraie évolution en termes d'approche de sécurité, d'approche des retraites et de simplification, il serait peut-être opportun que nous présentions un petit peu Open Sesame et son produit phare Haute Sésame. Open Sesame permet de réduire les frictions de connexion en supprimant les mots de passe, mais aussi également en simplifiant la mise en œuvre de cette connexion, puisqu'il n'y a aucune application installée ni sur les téléphones ni sur les ordinateurs pour utiliser le système. On fait de l'authentification par le biais d'un certain nombre de facteurs, on va dire deux grandes catégories de facteurs. La biométrie, on parle du capteur d'empreinte de votre téléphone, de votre ordinateur, du Face ID, de manière générale de la reconnaissance faciale, avec une compatibilité à travers tous les navigateurs et les systèmes d'exploitation. On peut aussi faire des systèmes de connexion plus simples, par lien magique, par exemple, donc un lien qui est envoyé par mail sur lequel l'utilisateur clique, et qui permet d'avoir un ensemble de moyens de connexion que l'on quantifie, que l'on qualifie en termes de sécurité, toujours dans un objectif très clair, simplifier de la vie de l'utilisateur. S'il n'y a pas de capteur de biométrie sur l'ordinateur concerné, on peut basculer le système d'authentification sur le téléphone, sur la tablette, pour que la personne soit en capacité de se connecter à partir de son téléphone pour son ordinateur. Nous avons une petite démo
voici. Bienvenue pour cette nouvelle démonstration de OutSesame. Vous allez découvrir un parcours de création de compte sécurisé, sans friction, par authentification multifacteur, appelé MFA. OutSesame propose deux principaux parcours d'authentification sécurisée sans friction pour l'utilisateur. Le premier, un système d'authentification forte, par lien magique. Le second, que nous allons voir dans cette vidéo, un système d'authentification par biométrie multifactorielle. Ce système utilise nativement le capteur d'empreinte ou la reconnaissance faciale de votre appareil. La solution prend en compte des contextes de connexion hétérogènes pour faciliter l'accès au service, tout en renforçant la sécurité de l'accès. L'utilisateur peut se connecter avec les équipements qui disposent de capteurs biométriques, tels que son smartphone, son ordinateur. Il peut aussi se connecter depuis tout autre appareil, grâce à son téléphone ou une clé FIDO avec capteur biométrique. Dans notre exemple, l'utilisateur va utiliser un ordinateur partagé pour créer son compte sécurisé par MFA. Regardons comment OutSesame révolutionne l'expérience utilisateur avec le parcours le plus simple et le plus rapide pour se connecter. Me voici sur la page de création de compte. On me demande de saisir mon identifiant. Cet identifiant peut être un courriel, un nom d'utilisateur, un numéro d'adhérent par exemple, comme nous allons le voir dans cette démonstration. Je commence par saisir mon identifiant. Puis, je finalise la procédure de création de compte en utilisant la biométrie. Si j'utilise un ordinateur sans capteur biométrique, un QR code va s'afficher sur l'écran. Cette étape est totalement transparente et sans friction car elle ne nécessite aucune installation d'application, ni sur le navigateur, ni sur l'appareil. Je dois scanner le QR code affiché sur l'écran, avec mon téléphone en utilisant simplement l'appareil photo du téléphone. Cette étape est aussi totalement transparente et sans friction car elle ne nécessite aucune installation d'application sur l'appareil. Un message apparaît instantanément pour finaliser la procédure en utilisant le capteur biométrique. C'est terminé, j'ai créé mon compte sécurisé par authentification multifacteur en moins de 10 secondes, de façon simple, rapide, intuitive, sans formation préalable, ni mobiliser l'aide du support. Grâce à OutSesame, je navigue sans friction de parcours, sur mon navigateur ou mes applications mobiles. J'ai accès à tous mes services, sans aucun mot de passe à créer, mémoriser ou protéger, et sans aucune application à installer. Enfin, je bénéficie d'une authentification forte et continue, qui me permet d'accéder aux services sans avoir à me réauthentifier, tant que les règles de sécurité l'autorisent. OutSesame est une solution française souveraine de bout en bout qui améliore l'expérience utilisateur et le déploiement, tout en renforçant la sécurité. Pour plus d'informations, consultez notre documentation sur notre site. Merci et à bientôt. Le principe d'OutSesame, finalement, c'est avant tout de la récupération d'informations qui permet de qualifier la connexion et d'améliorer le niveau de sécurité. Pour ce faire, on utilise trois sources d'informations, ce qu'on appelle la biométrie multifactorielle. La première de ces sources d'informations, c'est la signature du capteur biométrique. Alors pourquoi la signature du capteur biométrique? Tout simplement pour être aussi en conformité vis-à-vis des réglementations, dont la RGPD, la CNIL, etc. C'est un élément extrêmement important qui permet aussi le non-rejeu. Le deuxième de ces paramètres, c'est de la biométrie technique. C'est un ensemble de données qu'on collecte qui correspond au matériel, à des caractéristiques matérielles, des caractéristiques logicielles, le bon fonctionnement, la méthode de fonctionnement de la carte graphique, par exemple, ce genre de choses. La troisième source de données, c'est la biométrie comportementale. On parle du comportement de l'utilisateur, la façon dont il clique, la façon dont il tape, la façon dont il déplace sa souris, dont il navigue dans un menu ou dans une application. Cet ensemble d'informations représente entre quelques centaines et quelques milliers de données récupérées pour chaque connexion de chaque utilisateur. C'est à ce moment-là qu'on a en particulier besoin de l'intelligence artificielle pour qualifier le côté opportun de ces données ou le côté déclencheur d'alerte de ces données. Cette intelligence artificielle, en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs et elles interviennent à plusieurs moments. Elles peuvent intervenir au moment de ce que nous, on appelle l'open one, c'est-à-dire le moment où l'utilisateur se connecte proprement dit. On est également capable de les mettre en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, l'always auth, qui est finalement l'authentification continue, qui permet de maintenir la validité de l'authentification tout au cours de l'utilisation de la session par les utilisateurs. Ces deux briques de sécurité sont indépendantes, peuvent être installées indépendamment. Évidemment, c'est mieux si elles sont installées ensemble.
La grande particularité de la signature du capteur biométrique, je me permets de revenir dessus, c'est qu'elle rentre dans le champ de l'authentification forte telle que définie par l'ANSSI, c'est-à-dire qu'il y a une impossibilité technique de faire un rejeu d'authentification, ce qui permet d'être protégé naturellement contre toute une série d'attaques de type middleman attack, interception de credential ou enregistrement pour réutilisation future de données chiffrées, ce genre de choses. L'intérêt de cet ensemble, c'est que finalement, on y plug plusieurs IA qui ont plusieurs fonctions. On a des IA qui sont spécialisées dans la prédiction comportementale, au sens comportement technique ou comportement humain, qui permettent de prédire l'identifiant de l'utilisateur. On a des IA qui sont spécialisées dans la cartographie, qui permettent de cartographier des profils utilisateurs, des profils de risque, des méthodes de connexion sécurisées qui nous permettent par exemple de détecter des réseaux de bots ou des ensembles de comportements anormaux. Et on a des IA qui sont spécialisées dans l'authenticité. Il s'agit véritablement de vérifier qu'il n'y a pas une tentative d'usurpation, tout simplement en observant l'ensemble des données d'origine biométrique multifactorielle et de repérer des anomalies qui seraient soit individuelles, soit communes à plusieurs utilisateurs. Un des gros avantages de cet ensemble de techniques, c'est que ça nous permet de faire de l'apprentissage permanent, pas seulement par rapport aux utilisateurs de manière générale, mais pour chaque utilisateur individuellement. Cette notion d'apprentissage permanent, c'est quelque chose d'assez inhabituel dans le domaine. Généralement, dans les phases d'intelligence artificielle, on fait apprendre un modèle et une fois que le modèle a appris, on le fige et on le passe en exploitation. Mais on est capable, pour un certain nombre de ces modèles, de les laisser en mode apprentissage continu, de façon à ce qu'ils s'adaptent tout au long de l'utilisation du système au comportement à la fois utilisateur et à la fois matériel. Cet ensemble de méthodologies nous permet également finalement de fabriquer des stratégies qui sont complètement personnalisées et complètement sur mesure grâce à des méthodes qui combinent en fait techniquement à la fois l'IA, l'intelligence artificielle, et ce que nous on appelle le MA, qui sont des méthodes de mathématiques avancées. Ce produit, Haut de Sésame, il est contextualisé. Il est contextualisé par un certain nombre d'éléments. Le premier d'entre eux, c'est une vraie capacité en termes graphiques à s'adapter à vos chartes graphiques, à vos besoins. C'est aussi un produit qui permet une interopérabilité matérielle comprenant les composants de sécurité. Donc effectivement, on respecte les normes WebAuthn, Windows Hello, FIDO2. On est aussi interopérable avec des services utilisateurs classiques comme EPID, comme OIDC, comme ASMLv2. On peut aussi, pour information, s'interconnecter par exemple sur des Entra ID et autres technologies dans ce genre-là. L'ensemble de ce qui est disponible en termes visuels dans nos tableaux de bord est faisable par des API. C'est des API RESTful, classiques, pas de piège. L'objectif est véritablement la notion de fédération d'identité d'authenticité continue, puisque Haut de Sésame est un produit SSO par essence. Sa conception et son mode d'intégration est tel qu'il est non seulement conforme en termes de réglementation, en particulier la RGPD, la CNIL, mais on est aussi dans une approche zéro trust. On est dans une security by design, by default, approche zéro trust, NIS2, DORA, avec une capacité de faire du renforcement de supervision continue. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être installé soit effectivement comme système bloquant pour empêcher la connexion d'un utilisateur, mais on peut aussi être installé comme système de déclenchement d'alerte ou comme système de gestion de la traçabilité, évidemment combinable suivant les besoins du client. Il permet, comme je le vous disais tout à l'heure, de détecter des nouveaux profils de risque, mais aussi de détecter des menaces et des fraudes qui sont personnalisables. C'est l'un de nos points forts. Nos IA, elles sont silotées d'une certaine manière qu'il nous est très facile de rajouter des composants, de rajouter des IA et de personnaliser les systèmes d'intelligence artificielle ou de mathématiques avancées par rapport à des menaces qui seraient soit nouvelles, soit spécifiques à votre secteur. Par ailleurs, on a développé un ensemble de composants qui nous permettent de faire de la pseudonymisation et de l'anonymisation de données sensibles par traitement avec des stockages qui sont toujours conformes et des processus de manière générale qui sont toujours conformes en termes réglementaires, en particulier par rapport à l'RGPD. Passons à la mise en œuvre en pratique de cela. On a différentes approches qui permettent cette mise en œuvre de Sésame.
Il existe plusieurs méthodologies d'intégration de la solution OutSesame dans votre produit. Il en existe essentiellement 3 plus 1. Prenons le cas potentiellement le plus complexe, c'est la notion de catalogue de connecteurs. En fait, il s'agit de librairies ou de composants dans les différents frameworks que vous pouvez utiliser. Il existe quasi systématiquement des connecteurs OpenID ou OIDC, OpenID Connection possibles pour vos applications. Généralement, c'est quelques heures d'intégration, quelques jours, ça dépend considérablement de la façon dont l'application a été développée. C'est la solution, on va dire, la plus classique dans le terme d'un développement classique d'une application. La deuxième méthodologie d'intégration, c'est quand on s'intègre à une application qui est généralement on-premise ou dans le cloud, qui existe sur étagère. Et dans ces cas-là, généralement, c'est l'installation d'un petit plugin et la configuration de 7-8 lignes. C'est quelques minutes de connexion. Alors, on peut citer WordPress, on peut citer des Nextcloud, on peut citer d'autres outils on-premise qui possèdent ce genre de connecteur. 6-7 lignes de copier-coller, quelques jours de connexion. Généralement, on passe plus de temps à déterminer qui a les droits administrateurs qu'à configurer le système. Une troisième catégorie de système d'authentification, c'est l'authentification par proxy. Ça va être le sujet de l'exemple présenté ici. En particulier, on s'intéresse à Mode Auth OpenID Connect. Alors, il y a d'autres méthodologies de proxy. On peut citer OAuth 2 Proxy et d'autres encore. C'est une stratégie qui présente énormément d'intérêt en termes d'approche Zero Trust et de simplification. C'est ce qu'on va voir un petit peu après. Il existe, sachez-le, une quatrième approche qu'on a développée qui consiste à utiliser ce que nous, on appelle des smart proxy by OutSesame, qui sont finalement des proxys d'authentification boostés qui permettent plusieurs choses. La première de ces choses, c'est de connecter des applications traditionnelles, on va dire legacy, qui ne seraient pas qui ne disposeraient pas des systèmes de connexion classiques ou modernes, que ce soit du ASML, que ce soit de l'OIDC, etc. Grosso modo, on se positionne entre l'utilisateur et l'application. On est capable, par exemple, de simuler le fait de taper un mot de passe sans jamais qu'il soit transmis à l'utilisateur, etc. C'est énormément ça présente énormément d'avantages par rapport à des questions de conformité, d'intégration du legacy. On a aussi des approches par Smart Proxy qui permettent la pseudonymisation de données, c'est-à-dire finalement la réduction de la quantité de données à caractère personnel ou de données confidentielles dans l'application cible. L'ensemble de ces Smart Proxy fera très probablement le sujet d'un autre Tech Meetup dans les mois à venir. Je vous propose maintenant donc de nous concentrer sur l'intégration Mode Auth OpenID Connect, qui est un composant d'Apache. Les connaissances techniques nécessaires à l'exploitation de ce mode d'intégration sont très limitées. Il suffit d'avoir des connaissances basiques en Linux et de savoir configurer un Apache 2 de manière assez basique. Et évidemment, les prérequis techniques, c'est de disposer d'un serveur Apache sur un Linux. C'est censé aussi fonctionner sur des serveurs Apache non Linux. On peut voir l'installation qui est extrêmement simple. Donc là, on passe sur une base Ubuntu 22.04. C'est un apt-get, rien de bien particulier. Vous retrouverez évidemment l'ensemble des éléments de la configuration. On active ensuite le module. On relance Apache. Très simple de mise en œuvre technique en termes d'installation. Au niveau de la configuration, même chose, on va dans la configuration d'Apache et on vous fournit, nous, le bloc de configuration par défaut intégré. Il suffit de faire le copier-coller. Alors évidemment, il y a quelques éléments comme la passphrase que vous pouvez changer en termes de sécurité, mais pas plus compliqué que ça. Vous redémarrez votre serveur Apache et c'est fonctionnel. On vous fournit en plus un certain nombre d'applications. Alors par défaut, on vous les fournit en PHP, qui permettent de tester l'ensemble de l'environnement. Pour les configurer, il suffit de copier-coller les URL de votre serveur directement dans les deux fichiers logging, logout. Donc même chose, vous avez juste à éditer le fichier en particulier pour logout, vous le voyez, et à copier-coller l'URL dans une balise de lien A assez classique. En pratique, on passe au test. On a une jolie fenêtre avec un bouton de login, on clique dessus, on s'identifie donc sur notre système d'authentification OutSesame, en l'occurrence une authentification par capteur biométrique, et à ce moment-là, vous pouvez voir sur cette page l'ensemble des données qui sont transmises dans le code PHP. Vous avez aussi un bouton pour vous déconnecter avec le bouton Logout.
Les prérequis techniques de notre côté nécessaires pour mettre en place au niveau des variables, les données sont à similité comme vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez le constater, en fait, cette méthode d'intégration présente plusieurs intérêts stratégiques qui relèvent entre autres du zéro trust, mais pas seulement. La première de ces éléments, c'est que ça facilite la vie des développeurs, puisqu'ils n'ont plus le code à embarquer au niveau de l'OIDC, des interactions que ça peut avoir. En fait, d'un point de vue pratique, ils reçoivent l'ensemble des informations liées à la connexion d'un utilisateur dans des headers HTTP au niveau de la réception des informations, donc en l'occurrence de la page 2 ou d'un autre système d'authentification, ce qui facilite considérablement la conception de l'application. Et ça permet une autre chose qui est très intéressante, qui est architecturelle pour le coup, c'est de déplacer la gestion des accès du développeur au responsable d'architecture. On est sur une approche DevOps, DevSecOps, où en pratique, c'est bien au niveau de l'architecture, avant l'accès à l'application, qu'on s'authentifie, ce qui présente énormément d'avantages stratégiques, en particulier en termes de sécurité, puisque ça implique que toute personne qui exécute la moindre requête sur l'application est forcément déjà authentifiée. Ces éléments nous permettent d'arriver à 3 conclusions. Premièrement, réduction des risques, en particulier les risques IT, les risques cyber, tout simplement parce qu'il y a moins de code à entretenir, c'est plus facile techniquement, donc simplicité technique. Réduction de la surface d'attaque, puisqu'effectivement, aucune requête de l'application ne peut passer sans authentification préalable. Mais c'est aussi une réduction des risques de non-conformité, en particulier réglementaire. Puisque comme on a pu gérer les composants, on a pu gérer les versions, les licences éventuelles, mais aussi la sécurité de ces composants. On revient aussi à la question de la gestion à la fois de la sous-traitance, des librairies, etc. Ça permet aussi un meilleur contrôle d'accès. On est sur des accès qui sont individuels. Alors, dans nos systèmes, gérés aussi par groupe utilisateur pour être en conformité avec les différentes réglementations. Mais on donne bien individuellement à chaque utilisateur finalement des accès à l'application au niveau automatique. Ce qui permet de cocher la totalité des cases réglementaires sur ce sujet. Évidemment, ça engendre un effet de bord qui est la réduction des coûts et des délais, puisqu'il y a moins d'éléments à mettre en place, c'est plus rapide à développer et la maintenance est fortement réduite. Alors, c'est un premier Tech Meetup. Notre choix s'est porté sur la démonstration de la simplicité de mise en œuvre de notre solution. N'hésitez pas à nous contacter pour voir comment intégrer OutSesame et ses différentes approches dans vos applications et vos vies professionnelles de tous les jours. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous souhaitez que nous abordions dans le prochain, de manière générale, dans les prochains Tech Meetup. Donc là, si tu veux, Pierre-Guillaume, on a eu plusieurs questions qui ont été posées tout au long de la présentation. Donc, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, je te propose qu'on les aborde, si tu peux bien évidemment y répondre. Donc, la première question qui a été posée, c'était, alors je la reprends pour pas la déformer, comment gérez-vous les cas d'urgence où un utilisateur perd son token de sécurité? Alors, il y a plusieurs configurations possibles. En fait, on a établi un certain nombre de stratégies en partenariat avec le client dans le cadre de la configuration du système. On peut avoir des process assez simples, comme par exemple simplement lui renvoyer un mail pour qu'il configure un nouveau token de sécurité. On peut aussi déclencher des alertes pour, par exemple, prévenir un administrateur qui doit confirmer faire une enquête sur la situation. On peut aussi tout simplement demander des facteurs d'authentification supplémentaires. Donc, par exemple, lui envoyer un message sur son téléphone par le biais de son numéro de téléphone, de façon à ce qu'il confirme parce qu'on a préparé le terrain et qu'on a fait un onboarding de son téléphone. Et donc, il confirme son authenticité sur son téléphone directement. Cet ensemble de stratégies, qu'elles soient actives qu'elle soit complètement passive avec un déclenchement d'alerte et une remontée vers les administrateurs, c'est quelque chose qu'on fabrique en lien et en partenariat avec nos clients.
Très bien, j'espère que ça a répondu précisément à la question. Sinon, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le fil de discussion. A priori, c'est bon. J'ai une autre question qui a été posée. Comment assurez-vous la conformité à la réglementation GDPR et CNIL pour les données collectées? C'est une très bonne question. En fait, on fait extrêmement attention à la nature des données qu'on collecte. Pour commencer, on ne collecte pas directement de données biométriques. On collecte des données qui correspondent à des validations cryptographiques de la donnée biométrique et la donnée biométrique reste stockée dans les appareils locaux, dans les ordinateurs, dans les téléphones, conformément aux réglementations CNIL et aux normes, pour reprendre cet exemple, Windows Hello, FIDO2, WebAuthn et compagnie. Les données complémentaires, donc on a une charte avec une politique de gestion de données et d'utilisation de ces données par les IA. Ces données complémentaires, elles sont stockées de manière sécurisée sur nos serveurs dans des systèmes à silos qui sont à la fois silotés par utilisateur, par client, par application et aussi par IA. Cet ensemble de stratégies nous permet d'arriver à un niveau de conformité élevé à la fois en termes de RGPD, mais on va plus loin. Nous, on pense à du NIS2, on pense éventuellement à du HDS ou d'ASUSEC Cloud. C'est des éléments qu'on a déjà gérés dans le passé, donc on saura les regérer, en particulier sur les méthodologies à la fois de stockage de données, mais aussi de transfert de ces données. D'accord, très bien. Donc pareil, n'hésitez pas dans le fil de discussion, si vous avez besoin de précisions, de les mentionner. Vu qu'on est un petit peu pris donc là sur le temps, ce que je propose c'est de finir avec 2 dernières questions. Donc, je vais te les donner, pour que tu puisses gérer aussi le timing. La première, c'était une question autour de la pseudonymisation et l'anonymisation, des données biométriques et la deuxième autour, des applications legacy. Donc pour la première question, comment fonctionne la pseudonymisation et l'anonymisation des données biométriques dans votre solution? En fait, comme on ne stocke pas de données biométriques à proprement parler sur nos serveurs, qu'on ne stocke que les clés cryptographiques, et pour être précis, que les clés publiques cryptographiques, naturellement, les données biométriques sont déjà pseudonymisées. Pour les autres données, je me permets de le préciser immédiatement, on effectue une pseudonymisation et une anonymisation des données dès que cela est techniquement possible, en particulier au niveau des IA où on évite d'utiliser les données purement brutes. Pour revenir sur l'essence de la question qui portait essentiellement sur les données biométriques, en fait, d'un point de vue pratique, il y a des systèmes embarqués, des puces dédiées à l'intérieur des différents composants, des différents téléphones, tablettes, ordinateurs, qui stockent cette donnée biométrique et qui, par le jeu d'un ensemble de clés publiques privées, valide au moment où la personne met son doigt sur le capteur, hein, pour prendre cet exemple-là, valide une demande. Donc en pratique, nous, on émet une demande avec un lot de données qu'on envoie sur le téléphone de l'utilisateur. L'utilisateur met son doigt sur le capteur biométrique, la puce dédiée signe la demande et nous, on a juste à comparer la signature de cette demande avec la clé publique qu'on a récupérée au moment de l'onboarding de l'utilisateur. Et ça nous permet de faire de l'authentification forte, donc au sens de la validation par clé cryptographique, au sens de l'ANSI. Donc en fait, les données biométriques sont naturellement pseudonymisées et toutes les données qu'on récolte de manière générale sont soit pseudonymisées dans la mesure du possible, soit automatiquement anonymisées. Merci. Et donc la dernière question, comment intégrez-vous les applications legacy à votre système d'authentification? Donc j'imagine, voilà, les applications qui n'ont pas, les systèmes modernes, interopérables, nativement. Alors, effectivement, l'application est un peu moderne, entre guillemets, et permet ou qu'on a la main sur le développement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais permet d'intégrer une forme de connecteur OIDC ou autre, hein. On a d'autres compatibilités, SMLv2 pour ne pas le citer. Après, c'est un peu à voir sur mesure. Quand on est sur des applications qui ne sont pas du tout
dans cette philosophie-là, généralement des applications un peu anciennes. En fait, le Smart Proxy, de la même manière qu'il interviendrait par exemple comme un reverse proxy classique, comme un Nginx ou quelque chose comme ça, eh bien, on l'intercale généralement entre le Nginx et le Apache ou équivalent. On intercepte l'ensemble des flux de données et on est capable en fait de simuler la connexion d'un utilisateur classique. Donc finalement, l'utilisateur, il arrive. Notre Smart Proxy sait que l'utilisateur n'est pas encore authentifié. Il lance le process d'authentification par les process traditionnels sur les systèmes OTSESAM. Et une fois l'utilisateur connecté, le Smart Proxy simule typiquement le fait de taper un mot de passe ou de rentrer une forme de clé d'API. Il y a plusieurs stratégies en fonction de l'application cible ou génère un token d'authentification si l'application cible le permet et transmet ce token directement à l'application. Et c'est bien fait intégralement au niveau du Smart Proxy, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune donnée confidentielle qui est ne serait-ce que transmise au navigateur de l'utilisateur. Et ça, c'est extrêmement portable tout simplement parce que ça permet de connecter pratiquement toutes les applications legacy. On a fait un certain nombre à la fois de POC et de développement industriel sur ces sujets. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé d'application legacy qu'on n'a pas réussi à intégrer. Merci Pierre-Guillaume. Je pense que on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Voilà. Si vous souhaitez poursuivre l'échange, bien évidemment, on reste à votre disposition. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Surtout, n'hésitez pas à nous donner des informations sur les sujets que vous souhaiteriez que nous abordions dans les prochains Tech Meetup. Pour ceux qui ne seront pas en vacances le jeudi 25 août, on vous donne rendez-vous pour parler d'Intra-ID, ou plus exactement, comment OTSESAM vous permet de répondre aux cas d'usage non couverts par la stratégie MFA native de Microsoft. On vous transmet le lien très rapidement pour vous inscrire et on vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et on reste à votre écoute bien évidemment pour échanger. Merci. Merci à tous, je suis très content de vous avoir tous eu pour ce premier Tech Meetup et je vous dis à très bientôt.